Aujourd'hui, il est surprenant et étonnant de voir que un pays comme la Pologne puisse s'allier au Rwanda pour combattre au Congo. La Pologne est fondée à partir de cet accord à prêter main forte au Rwanda et à être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La situation sécuritaire de la République démocratique du Congo est au centre de débats au-delà de l'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir un ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo au Rwanda. Monsieur l'ambassadeur André Atundu Lyongo, bonjour. Bonjour Raphaël. Ancien patron aussi du service de renseignement en RDC à l'époque, du maréchal Mobutu. Au Zaïre. Ouais, Zaïre. RDC aujourd'hui. Ouais. Quel est votre aperçu sur la situation sécuritaire aujourd'hui? La population est révoltée. C'est ras-le-bol dû à la situation, à la précarité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo 30 ans durant. La population a raison de manifester son impatience, sa réprobation. Non pas tant vis-à-vis du gouvernement congolais ou du président Tshisekedi, tant s'en faut, mais vis-à-vis de l'indifférence bienveillante de la communauté internationale envers le Rwanda. À cause de la duplicité de langage et de comportement de certains partenaires, je dirais même stratégiques. Aujourd'hui, il est surprenant et étonnant de voir que un pays comme la Pologne puisse s'allier au Rwanda pour combattre au Congo. C'est-à-dire que si nous ripostons, mais comme nous ripostons légitimement, eh bien, la Pologne est fondée à partir de cet accord à prêter main forte au Rwanda et à être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo. Ceci, c'est le cas de le dire, c'est une ironie du sort. Parce qu'il y a quelques années, la Pologne était victime de Hitler et de sa politique annexionniste, d'épuration. Aujourd'hui, c'est la même Pologne, oubliant son passé, qui se met parmi les bourreaux du peuple congolais. Comme allié de Kagame, un ennemi officiel de la République, pour le soutenir dans sa politique annexionniste vis-à-vis du Congo, pour le soutenir dans sa politique prédatrice du Congo. Ceci donne à réfléchir et le gouvernement de la République, chef de l'État, devrait prendre des mesures strictes pour mettre hors d'état de nuire de tels partenaires et décourager de telles initiatives. Est-ce que la Pologne était un partenaire avant de s'allier au Rwanda, de la République démocratique du Congo? La Pologne a toujours eu une ambassade ici. Il y a beaucoup de Congolais qui ont étudié en Pologne. Il y a un échange normal. Mais le problème, je pense, est que le gouvernement doit agir avec fermeté face à cet acte incompréhensible d'hostilité vis-à-vis du peuple de la République. Appeler son ambassade, lui remettre la protestation de notre pays, suspendre
relations avec la Pologne, saboter tous les intérêts polonais au Congo. Mais est-ce que cela risque d'impacter négativement l'élan diplomatique que le président de la République... Au contraire, ça va soutenir, parce que la diplomatie, la victoire diplomatique du chef de l'État, à savoir la reconnaissance officielle, urbi et orbi, que c'est Kagame et son régime rwandais qui sont les agresseurs de la République démocratique du Congo et les bourreaux de ces populations, eh bien cette victoire doit être soutenue par des actes concrets, comme celui-là. Suspendre les relations diplomatiques, saboter les intérêts polonais au Congo. Bien entendu, nous devons payer le prix de la souveraineté. Nous devons payer le prix de notre combat pour la liberté, pour l'intégrité de notre territoire. Les intérêts que pourrait avoir la Pologne ou que le Congo pourrait avoir vis-à-vis de la Pologne est de loin inférieur à l'intérêt que le Congo a de garantir son intégrité territoriale et alors d'avoir des relations de coopération normales. Est-ce que la Pologne n'est pas l'arbre qui cache la forêt? On pourrait le dire dans la mesure où il y a une certaine complicité silencieuse, une sorte d'indifférence bienveillante de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis des exactions du Rwanda contre les populations congolaises, vis-à-vis des ambitions annexionnistes du Rwanda que certains voudraient même justifier. Et dans ce cadre, le président de la République, pendant la campagne, a fait une promesse de mettre fin à cette guerre. Au cours de d'abord, c'est son serment constitutionnel de sauvegarder l'intégrité territoriale. Deuxièmement, il a fait cette promesse. Troisièmement, dans son discours d'investiture, il a réitéré cette promesse sous forme d'engagement. Donc, dans ces circonstances, dans cette ambiance, aller au dialogue, comme le préconisent certains de nos partenaires ou certains membres de la communauté internationale, c'est carrément aller à la capitulation. La capitulation, ce serait une haute trahison. La capitulation, ce serait renoncer à l'intégrité du territoire et pourquoi pas permettre au Rwanda d'annexer une partie de notre territoire et de nos populations. Ceci est inadmissible pour tout patriote. Et je suis surpris du silence assourdissant de la classe politique vis-à-vis de cette alliance Pologne-Rwanda. Vous parlez de la Pologne, mais récemment, le Congo-Brazza également a conclu un contrat similaire avec le Rwanda, un partenariat similaire avec le Rwanda. Non, ce n'est pas similaire. Ce n'est pas similaire. Là, c'est un contrat militaire. Là, c'est de coopération. Nous ne pouvons pas empêcher aux autres pays d'avoir... Il a concédé également une grande partie de son territoire, ou soit de son sol rwandais. Ça, c'est de sa souveraineté. Et nous aurons à cœur de veiller à ce que les intérêts majeurs et structurels de la République démocratique du Congo ne soient touchés. Est-ce que la République démocratique du Congo est seule au front? Est-ce que vous avez cette impression? Nous ne sommes pas seuls. D'abord, notre cause est légitime et fondée. Mais il n'y a pas de partenaires extérieurs au-delà de la RDC. Tous les partenaires extérieurs, malheureusement, qui sont aujourd'hui handicapés un peu
le fait des organisations régionales auxquelles ils appartiennent et qui sont intervenus ici. Mais nous avons l'Angola, c'est un partenaire crédible. Le Zimbabwe, c'est un partenaire crédible. Mais je ne cite que ces deux-là. Au-delà de l'Afrique, est-ce qu'il est temps de tourner le dos aux Occidentaux? La vie internationale ne gagne rien à tourner le dos à une partie du monde. Le Congo doit assumer sa place dans les relations, dans le concert des nations, et veiller à ce que tous les partenaires contribuent à l'intérêt bien compris de notre pays. Ça veut dire que si aujourd'hui, il s'avère comme la Pologne, on ne tourne pas le dos à la Pologne. Nous posons des conditions pour que les relations deviennent normales. Et il en sera ainsi vis-à-vis des autres pays. D'autres pensent qu'il faudra négocier avec la Russie. Nous pouvons. Oui, mais la Russie fait partie de la communauté internationale. La Russie fait partie des alliés, des partenaires. Corée du Sud et d'autres pays. La Chine. Souvenez-vous, à l'époque de Mobutu, eh bien, nous avions toujours eu le meilleur rapport avec l'Occident, mais n'empêche que la Chine, Mobutu est allé en Chine, n'empêche que Mobutu a eu des relations avec la Corée du Nord, qui, souvenez-vous, de la fameuse division Kamanyola. Donc, nous ne sommes pas liés par les intérêts des autres pays, nous sommes liés par nos intérêts. Et par rapport aux autres, dans la mesure où nos intérêts coïncident, eh bien, nous sommes liés. Que devons-nous faire aujourd'hui, d'abord en premier sur le plan primaire pour la défense de notre pays? D'abord, la conscience nationale. Tout Congolais doit comprendre le sens du combat du président Tshisekedi et de ses engagements à restaurer l'intégrité du territoire, l'intégrité territoriale et à combattre jusqu'à leur dernier repère, le Rwanda et le M23 pour la libération totale de notre pays. Ça, c'est d'abord. Parce que si aujourd'hui, le Rwanda est présent chez nous, c'est probablement suite à la complicité de certains Congolais, dont le fameux M23 et d'autres anonymes. Donc, c'est ça la première chose. La deuxième chose, ça c'est l'organisation de notre armée, ça se relève du secret défense, donc je ne pourrais pas m'étendre. Troisième chose, c'est le rôle. Il faut que les services de renseignement puissent monter en puissance dans leur rôle d'appui à nos forces armées et à notre diplomatie. Mais quel rôle ou comment jugez-vous l'attitude de la classe politique actuelle? Bon, la classe politique actuelle, face à cette situation de cette question-là, est distraite. À part quelques actions cosmétiques, mais elle est distraite. Dans ce sens où nous ne sentons pas une dynamique nationale contre le Rwanda. Souvenez-vous, que pendant la campagne, le président a dit, ben, si vous voulez reconnaître les alliés du Rwanda, eh bien, ceux qui ne citent pas le Rwanda, ce sont ses alliés. Mais c'est très grave. On ne peut pas pécher par l'inaction, par le silence. Il faut s'affirmer. Il n'y a pas de compromis sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. Tout compromis est une compromission. Voilà pourquoi tous les enfants de ce pays, renforcés par leurs partenaires et alliés stratégiques, doivent se réunir pour combattre le Rwanda. C'est une guerre contre le Rwanda. Eh bien, il faut employer tous les moyens. Est-ce qu'il est temps de déclarer ouvertement la guerre au Rwanda? C'est au président de l'apprécier. Selon vous? Il a fait
Ancien Non, 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 diplomate, je n'ai aucune ancien compétence. service, Je n'ai aucune ancien patron compétence. du service de C'est le renseignement. président. Oui, mais je n'ai pas tous les éléments. Comment vous analysez la situation? La menace vaut à ce qu'on réplique, Mais nous répliquons. Mais nous c'est-à-dire devons, déclarer ouvertement la guerre. nous devons monter en puissance. Et c'est le chef de l'État qui est le commandant en chef. Le président a eu à le dire plus d'une fois, en tout cas solennellement, que si les circonstances l'exigent, il n'hésitera pas à appeler les deux chambres en congrès pour leur donner, pour leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Mais est-ce que c'est une réaction formelle, officielle et légitime. Alors, parlons de l'informateur, parce que là, nous sommes déjà à une phase décisive de notre pays où le président de la République va définir la ligne ou la couleur de son deuxième mandat. Quel est le rôle d'un informateur là? Oh, mais je crois que c'est décrit dans sa mission, c'est-à-dire recevoir les organisations politiques, les personnalités, en vue d'identifier une majorité et éventuellement remettre au président les noms des premiers ministrables qui seraient cités parmi ses contacts. Donc c'est un rôle important et même déterminant pour la suite du mandat du chef de l'État. Le président de la République a jeté son dévolu à Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Profit perceptif. Non, vous savez, un informateur, bon, il y a eu Mwando Simba, il y a eu Bahati, aujourd'hui c'est Augustin Kabouya. D'abord, je tiens à le féliciter pour cette marque de confiance du chef de l'État à son égard. Et donc, c'est-à-dire que M. Kabouya, l'honorable Kabouya, a la responsabilité de mener les tractations ou de mener les contacts afin de donner au président de la République les moyens de prendre une décision conséquente par rapport au choix du chef du gouvernement, d'abord, et conséquemment, après, par rapport à la formation du gouvernement. Donc ceci est très important. Cela signifie que il a confiance en la capacité de l'honorable Kabouya à mener à bien cette mission, c'est-à-dire à contacter sans restriction toutes les organisations, toutes les personnalités et tous ceux qu'ils estimeraient être d'un quelconque intérêt pour sa mission. Et enfin, quelle est la taille en fait du gouvernement? Comment vous estimez non, ça la c'est taille aller trop vite du en besogne. gouvernement? Mais je pense que à partir des contacts du président, du rapport de l'honorable Kabouya, de l'informateur Kabouya au président de la République, là on pourra dégager la majorité, on pourra dégager le profil du Premier ministre, hein, et on pourra dégager la taille du gouvernement. Non, d'abord les objectifs du gouvernement et enfin dans les tractations la taille du gouvernement sera connue. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le profil du Premier ministre. Le Premier ministre doit être crédible vis-à-vis de l'opinion. On désigne un Premier ministre, Raphaël Walukonka, il faut que l'opinion se sente à l'aise avec vous, en se disant, voilà quelqu'un qui connaît le boulot, voilà quelqu'un que nous connaissons, voilà quelqu'un qui nous fait confiance, voilà quelqu'un à qui on fait confiance. Il doit être crédible vis-à-vis de l'opinion nationale et de l'opinion internationale, parce que nos partenaires comptent aussi dans la gouvernance du pays. Ça, c'est un. Deuxièmement,
on ne devient pas Premier ministre pour remplacer le chef de l'État. Et donc, ce Premier ministre doit être fiable vis-à-vis du chef de l'État. Il doit d'abord accomplir, disons même exclusivement, accomplir le programme du chef de l'État et mettre fin à ses ambitions. Parce que si le Premier ministre se mettait à comptabiliser les actions de gouvernement pour le compte d'une candidature éventuelle en 2028, eh bien, cela vicierait et polluerait les rapports entre le Premier ministre qui doit loyauté au chef de l'État et le chef de l'État qui doit confiance totale. Il y aura comme un grain de sable entre leurs relations, parmi les politiciens, parmi l'administration. Donc voilà pourquoi l'informateur doit donner au président les éléments nécessaires pour désigner un Premier ministre en fonction des exigences de la Constitution et des réalités politiques. Vous étiez candidat. Donc ça, c'est un. Troisièmement, il doit être non conflictuel. Il doit être fédérateur. Parce qu'il a une action nationale. Donc il ne peut pas, par principe, mettre les gens au bord de la route. Donc il faut qu'il soit non conflictuel et fédérateur. Enfin, on ne le choisit pas parce qu'il est beau, garçon, ou belle dame, ou belle fille. On le choisit pour le boulot. Donc il faut qu'il ait une présomption de compétences avérées. Celui-là, voilà, c'est vrai. Il connaît le boulot, il va se débrouiller, il va aider le chef de l'État. Parce que le Premier ministre, la réussite du Premier ministre, c'est la réussite du président. Parce que le gouvernement, c'est l'exécutif du président. Alors, vous étiez candidat malheureux aux élections de 2023. Comment vous avez d'abord trouvé le processus électoral jusqu'à la dernière seconde avant la publication de résultats? Et quelle est la leçon tirée de ces élections? D'abord, je ne me considère pas malheureux pour avoir éventuellement perdu, non. Sinon, il y aurait 22 000 malheureux qui impacteraient sur le pays. Non, c'est une bataille démocratique. Il faut savoir gagner et perdre avec élégance. Mais dans le cas d'espèce, la bataille n'est pas encore terminée parce que j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle sur la base des PV. Et bien sûr, la base des PV, sur les 754 PV qu'on devait avoir, j'ai 287, 88. Eh bien, à partir de ces PV, j'ai déjà plus de 7000 voix. Plus de 7500. Tandis que celui qui était élu député, le dernier, c'est 4000 voix. Est-ce que vous avez atteint le seuil? Mon regroupement, l'Alliance des nationalistes, membre de la plateforme de Mama Fifi Masuka, a atteint le regroupement, le seuil. Les deux seuils d'ailleurs. Le seuil de représentation, le seuil d'éligibilité. Donc, logiquement, cette place devrait me revenir. Donc voilà pourquoi je ne me considère pas malheureux parce que j'ai perdu. Je ne me considère pas malheureux parce que la filière, disons, la voie parlementaire n'est pas la seule filière de la vie politique. Il y a beaucoup de gens, il n'y a que 500 parlementaires. Et pourtant le pays marche. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup d'autres opportunités pour le pays, pour servir le pays. Merci. Nous sommes arrivés à terme de notre interview. Monsieur l'ambassadeur Atoudou, vous pouvez regarder la caméra et adresser un message aux Congolais. Nous sommes vite arrivés parce que je n'ai pas parlé des conditions de l'élection. J'ai juste fait un commentaire sur le fait que vous m'appeliez à 2 minutes. Candidat vous avez malheureux. 2 minutes. Vous avez Donc, 2 minutes. Les élections, ce sont
généralement déroulé de façon, disons, généralement et globalement déroulé de façon satisfaisante. En tout cas, pour l'élection du président de la République, il n'y a pas match. Les autres n'étaient pas sur le terrain. Donc, Katumbi se réclame. Il se réclame. Il a été de passage à Bumba, moi j'y étais. Eh bien, il n'a laissé aucun souvenir impérissable, ni par son discours, ni par son programme. Il n'a eu aucun message que le peuple pouvait retenir. Il n'a eu aucun programme, contrairement au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi. Il a dit, voilà, j'ai déjà fait ceci, pour vous, je vais faire cela. Vous avez été abandonné par l'ancien régime, ben maintenant, je vais faire la route Bunduki jusqu'à Kula. Mais qu'est-ce qu'il avait déjà fait avant? Ça, ce sont des histoires. Bon, mais pour un journaliste, c'est une question un peu insolite. La gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, le développement, le début de l'exécution du programme du développement à partir des 55 territoires. Et tout ce que vous voyez ici, le centre international des finances. Non, je parle à Bumba, je parle de chez vous. Non, à Bumba, il n'y a rien de... C'est pour cela qu'il était étonné que rien ne se soit fait. Mais néanmoins, il a donné l'explication. C'était la longueur de la procédure je crois que de PNUD qui bloque. Et le peuple a demandé, bon, de faire cette fois-ci le nécessaire pour que ça se fasse le plus vite et le mieux possible. Merci, monsieur l'ambassadeur André Tundu. Je vous ai demandé de vous adresser au peuple congolais qui vous suit en ce moment. Un message. Le peuple congolais est un peuple digne, fier et grand. Il doit assumer cette situation. Le peuple congolais, l'État congolais, a un rôle dans le développement de l'Afrique. C'est le rôle de gâchette. Il doit l'assumer. Le peuple congolais a la chance d'avoir un président engagé pour le recouvrement de son intégrité territoriale. Il doit l'appuyer. Il doit l'appuyer. Le peuple congolais, qui a mené la lutte pour l'indépendance sur tous les fronts, doit mener la lutte pour l'intégrité territoriale, non seulement au front, dans les ambassades ici, mais aussi dans les pays de la communauté internationale, à Bruxelles, à Paris, à Varsovie, à Rome, à Washington, à New York. Il faut qu'on sente que le peuple congolais est derrière son président et derrière son armée. Ce n'est que par la pression de l'opinion nationale, sur la pression des opinions nationales des autres pays qui constituent la communauté internationale, que notre pays va gagner cette bataille. C'est par ici que nous mettons terme à notre édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Chers abonnés d'Info 243, vous me suivez également sur Congo Web Télévision et d'autres médias. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.